Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de BB24. Voici le sommaire. En 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu explicitement le droit à l'eau potable comme un droit de l'homme. Aujourd'hui au Bénin, avec les efforts fournis, l'ambition est de porter l'accès à l'eau potable à 100%. C'est un geste qui peut paraître banal, mais qui peut sauver des vies. Le don de sang pour donner de la vie et rester en bonne santé, on en parle dans un instant. Enfin, pour beaucoup, ce n'est pas un métier pour les femmes. Et pourtant, elle a pu s'y faire un nom tout en gardant sa féminité sous les masques élégants de protection. À découvrir dans un instant, une femme qui exerce le métier de soudeur. Bienvenue si vous nous rejoignez. En 2014, le taux de desserte et d'accès à l'eau potable était de 68,1% au Bénin. En milieu rural comme urbain, de nombreux enfants par manque d'eau potable continuent encore d'être affectés par des maladies hydriques. Des filles abandonnent même l'école du fait des kilomètres qu'elles parcourent chaque jour pour chercher de l'eau à la rivière et aider leur mère dans leurs travaux domestiques. Fort heureusement, depuis quelques années, des réformes sont en cours dans le sous-secteur eau pour atteindre une desserte à 100% d'ici 2021. Louis Koudogbo et Amandine Agnambossou nous donnent plus de précisions. Tous les citoyens ont droit à une eau potable où qu'ils se trouvent. Au Bénin, presque 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable. En milieu rural, le taux de décès en 2018 est de 42%. Pour combler ce déficit, plusieurs actions ont été menées. Nous sommes en train de développer aujourd'hui des ouvrages de plus grande envergure pour accélérer l'accès universel. Et donc, c'est la grande nouveauté. Nous ne sommes plus dans les systèmes d'approvisionnement par village, mais dans les systèmes d'approvisionnement multi-village pour faciliter la réalisation d'ouvrages de grande envergure qui accélèrent très tôt l'accès universel à l'eau potable. Et donc, les ambitions du gouvernement, nous les traduisons au jour le jour en actes. Nous attribuons des marchés qui permettent de réaliser les ouvrages et de faire des raccordements aux populations. Et c'est aussi ça la nouveauté. La nouveauté, c'est que nous allons partir de l'approvisionnement aux bonnes fontaines vers les approvisionnements à domicile en milieu rural. Et c'est tout un défi et nous y travaillons tous les jours avec le soutien et l'accompagnement du gouvernement. En milieu urbain et périurbain, le taux de décès est de 58%. L'ambition est d'assurer l'accès à l'eau potable à toute la population d'ici 2021. Globalement, je crois que nous sommes sur la bonne voie et les ODD tels que définis au niveau du PAG pourraient être atteints en 2021. L'alimentation en eau potable, ce n'est pas un processus d'une année. Et plusieurs projets ont été définis et les projets suivent leur cours. Et donc, certains projets sont achevés et ont produit des résultats. Et la population de Djougou aujourd'hui ne se plaint pas de l'eau, surtout en milieu urbain. Donc, voilà quelques résultats que nous avons obtenus déjà en 2018. Il s'agira désormais d'assurer une durabilité du service. Ce n'est plus rester donner de l'eau peut-être pour 6 mois et que les ouvrages tombent en panne. C'est pour ça qu'on va passer à la gestion professionnalisée avec des acteurs qualifiés qui ont l'expérience de cette activité dans d'autres pays et au plan international. L'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Assurer la desserte à toute la population va aussi régler un problème de santé publique. L'autre besoin essentiel pour le bien-être des populations ou de tout être humain, c'est le don de sang. Un geste utile qui consiste à prélever du sang à un donneur pour le transfuser à un malade. Les dons de sang sont indispensables pour traiter de nombreuses personnes maladies, mais aussi ils peuvent également servir à des fins non thérapeutiques. Les implications du don de sang, c'est dans l'élément à suivre. Sauver des vies humaines. Est-ce qu'il peut amener quelqu'un à donner son sang? Donner son sang, c'est capital parce qu'une seule poche de sang donnée peut permettre de sauver jusqu'à 3 vies. Il n'y a aucun risque à donner son sang. Il y a une petite piqûre au bras qui est un peu comme une grosse piqûre de moustique, on va dire. Tout le monde peut donner son sang, mais à des conditions données. Vous devez avoir 18 ans et peser au moins 50 kg. Une femme qui allait ne donne pas de son sang. Une femme qui est en état de grossesse ne donne pas de son sang.
Et une femme qui est en menstru également ne donne pas de son sang parce que les menstrues aussi constituent une forme de don de sang qui ne dit pas son nom. Toute personne sous traitement également ne donne pas de son sang. Une femme qui veut donner son sang doit s'assurer que ses dernières menstrues datent d'il y a de moins 2 semaines avant de pouvoir donner son sang. En allant donner votre sang, il faut bien manger, bien s'hydrater, venir en bonne forme et le don se passe la plupart du temps très bien. Alors quand vous donnez votre sang, vous avez d'abord une satisfaction morale de votre état de santé. Cela vous permet de savoir est-ce que vous vous portez très bien. C'est un bilan que vous faites personnellement pour vous-même. Ça vous permet d'avoir une satisfaction de votre état de santé. À côté de cela, en tant que donneur, quand vous êtes indisposé, vous êtes malade, vous vous faites soigner gratuitement par le médecin de donneur, dont le siège se situe au niveau de chaque antenne départementale de la transfusion sanguine. Vos enfants de 0 à 18 ans aussi bénéficient de cette même prise en charge par le médecin de donneur. Il n'y a aucune rémunération qui est faite. Le sang est donné gratuitement et mis à disposition du malade à coût réduit. Le sang, nul ne sait quand est-ce qu'il peut en avoir besoin. Donc je voudrais inviter la population, tout le monde, tous ceux-là qui sont en âge de donner, qui remplissent les conditions. Venez, même si vous avez des petits soucis sanitaires internes, passez nous voir. Il y a un médecin pour vous écouter. Si vous pouvez donner, il vous dira oui. Si vous ne pouvez pas donner, il vous dira également non. Aujourd'hui, dans le monde, seulement 1,6% des soudeurs sont des femmes. Et si l'égalité demeure un objectif encore lointain, eh bien le métier de soudeur se féminise. Au Bénin, l'on rencontre déjà des femmes soudeurs. Dans ce secteur très masculin, Edna Zimonse a été attirée par l'exigence de qualité et de précision d'un métier qui nécessite une certaine habileté, mais aussi une fine technicité. Mathieu Sokanou et Nadège Sanouing. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonse est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, des cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vue en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimonse souhaite que dans 10 ans,
les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. En nouvelle brève, le Gabon va abriter très bientôt la construction par la Chine d'une usine de production de bioéthanol, un produit biocarburant utilisable dans certains moteurs à essence. D'un coût d'environ 371 milliards de francs CFA, ce projet permettra la production de 300 000 tonnes de bioéthanol à partir de 900 000 tonnes de manioc séché. La fabrication de ce biocarburant va nécessiter notamment 83 000 hectares de terre et la production de 12 tonnes de manioc par hectare. Par ailleurs, les coopératives locales sont activement impliquées dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure qui entend attirer plus d'investisseurs directs étrangers et créer de l'emploi tout en luttant contre l'exode rural. Le comité technique mixte de négociation sur la délimitation de la frontière maritime entre le Togo et le Bénin s'est réuni à Accra il y a quelques jours. À l'occasion de cette rencontre, des conclusions encourageantes ont été prises. Suivons plutôt. Le Togo et le Ghana font des pas de géant dans la délimitation de leurs frontières maritimes. À la 5e réunion du comité technique mixte de négociation tenue à Accra, les deux parties sont arrivées à des conclusions notables. Des avancées obtenues suite à des échanges intervenus dans la fraternité et la convivialité selon les tests et conventions internationaux en vigueur dans le domaine. Accra a été l'occasion d'échanger des données techniques, notamment sur les données de base, c'est-à-dire la distance qui sépare le domaine émergé du domaine maritime et qui est le point de départ de mesure d'une frontière maritime ou d'un territoire maritime appartenant à un pays. À Accra, nous avons aussi discuté d'un sujet très important qui est classique à toutes les négociations. C'est la question des dispositions transitoires ou intérimaires. Il est juste question de discuter entre les deux pays et de délimiter la frontière maritime qui nous sépare. Et nous avions une feuille de route qui avait connu un certain retard dû à la difficulté de collecter certaines données techniques, notamment la détermination des bornes qui séparent les deux pays. Mais aujourd'hui, nous avons convenu qu'entre le 10 et le 20 septembre, des équipes techniques des deux pays vont se retrouver pour parachever ce travail. Et après cela, nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'arriver à des conclusions sur le tracé possible que nous soumettrons à nos deux chefs d'État. Outre l'aspect politique, la détermination de la frontière maritime entre les deux pays présente un intérêt économique non négligeable. Les opportunités d'affaires relevant de l'économie bleue seront davantage améliorées et élargies, ce qui contribuera à la réussite de l'axe 1 du PND qui veut faire du Togo un hub logistique de premier plan dans la sous-région. La mer est le prolongement du territoire d'un pays côtier. Et il est évident que pour y développer certaines activités économiques, vous savez qu'aujourd'hui nous parlons de plus en plus d'un hub de transport maritime. C'est une activité économique majeure qui va s'y développer. Il est important pour le Togo de savoir où commence sa mer territoriale, où elle s'arrête, où commence sa zone économique, où elle s'arrête, et où l'accès à la haute mer commence pour ce pays. C'est une partie intégrante du territoire togolais. Donc la mer, c'est un prolongement. Donc de même que pour les frontières terrestres, il est important d'avoir des frontières entre deux pays voisins. Dans la mer, c'est le même principe qui s'opère. C'est dire que cette délimitation de frontières maritimes entre le Togo et le Ghana se révèle indispensable pour une meilleure orientation des actions de développement plausibles à mener de part et d'autre dans le secteur. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du journal du soir, c'est à 19h45.